Sud Radio sur les routes de l'été. Laurence Perrault. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur ces routes de l'été. Nous sommes évidemment sur Sud Radio. C'est une nouvelle journée qui s'ouvre à nous. Et puis nous sommes déjà dans la toute dernière semaine de cette émission. Alors pas question de ralentir le rythme. Encore de belles découvertes à partager avec vous ce matin. D'ici quelques minutes, dans Sud Radio vous écoute, nous allons recevoir un homme qui est atteint de ce qu'on appelle la bigorexie ou le sportoulisme. Oui, avec deux. Il s'agit de Pierre Houin qui va nous apporter son témoignage. Champion olympique d'aviron à Rio. Et nous aurons l'analyse également de Hervé Martini, médecin du sport et secrétaire général d'Addiction de France. Nous serons du côté de l'insolite avec notre détour de vacances vers 11h30 à la rencontre d'Emmanuel et d'Élodie Courvoisier qui ont créé le domaine La Nuit des Coucous. Je ne vous en dis pas plus. Et puis juste après, pour la table de l'été, je vous propose de faire escale à Bordeaux au restaurant Inima à la rencontre de la chef Oksana Crétou. Évidemment, vous êtes les bienvenus sur la page Facebook de Sud Radio pour réagir à notre rendez-vous, à notre émission, poser vos questions, partager et bien sûr et évidemment au 0826 300 300 où Manu vous attend pour partager et témoigner sur Sud Radio vous écoute, par exemple, notre premier rendez-vous. Quentin est aux manettes de cette émission. Bonjour Quentin, bienvenue dans l'émission. Et quant à nous, allez, c'est parti, Sud Radio vous écoute. Sur les routes de l'été, Sud Radio vous écoute. Faire du sport, c'est bon pour la santé, tout le monde le sait. Mais quand l'entraînement devient une obsession, il peut se transformer en véritable piège. Cette dépendance encore méconnue porte un nom, la bigorexie. Qu'est-ce que c'est ? On en parle tout de suite avec vous, Théo Ampillac. Ah oui, la bigorexie, vous l'avez dit Laurence, c'est une addiction au sport. Elle est officiellement reconnue comme maladie psychologique par l'OMS depuis 2011. Concrètement, elle se traduit par un besoin irrépressible de pratiquer une activité physique jusqu'à en perdre le contrôle. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle ne touche pas uniquement les sportifs de haut niveau. Les amateurs aussi sont concernés. Certains s'entraînent plusieurs heures par jour au point de sacrifier leur vie sociale, leur travail et parfois même leur santé. Alors combien de personnes sont touchées par la bigorexie ? Selon les études, environ 15% des sportifs réguliers présentent des signes de dépendance. En France, ça représente près de 500 000 personnes. Une dépendance donc silencieuse, car derrière une apparente hygiène de vie se cache bien souvent une réelle souffrance psychologique et physique. Et si vous-même vous vous reconnaissez dans le portrait que vient de nous offrir Théo Ampillac, vous pouvez nous rejoindre au 0826 300 300 pour témoigner ou même poser vos questions à nos deux invités. Pierre Houin, bonjour. Bonjour. Bonjour Pierre. Vous êtes au volant là en ce moment ? En ce moment même, pour encore quelques minutes seulement, oui. J'ai mon oreille qui est sensible au bruit de la route et je l'entends. Vous ne prenez pas de risque, vous êtes sur... Absolument pas, non, pas de problème. Bon. Médaillé d'or en aviron au JO de Rio en 2016, déjà bravo monsieur le champion. Et puis nous aurons ici Merci. avec nous Hervé Martini, qui est secrétaire général Addiction France, qui est addictologue et médecin du sport, pour avoir son regard sur ce qui vous arrive et sur cette bigorexie. Avec vous, j'ai envie de commencer. Bonjour Hervé. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'être là. Bonjour, je peux m'appeler Hervé aussi, il n'y a pas de problème. Nous allons commencer par le témoignage de Pierre Houin, bien évidemment. Pierre, j'aimerais que vous nous racontiez, évidemment, déjà comment ça va depuis cette médaille d'or de 2016 et le moment où vous avez senti que vous avez basculé dans la bigorexie. Ça va, ça commence à remonter un peu maintenant. J'avoue que je prendrai sans doute un coup l'année prochaine, ça fera 10 ans déjà. Mais voilà, écoutez, ça va plutôt bien. Ma carrière s'est poursuivie jusqu'en 2021, date à laquelle donc j'ai mis fin à ma carrière à haut niveau. Et c'est on va dire à ce moment-là où finalement, quand je suis rebasculé dans une sphère un peu plus sociale, où finalement on sort de la bulle du sport de haut niveau, que j'ai découvert cette notion de bigorexie, puisque quand on pratique le sport de haut niveau, et notamment sur un sport comme l'aviron et sur des filières de force endurance, on se pose pas vraiment la question. C'est finalement notre travail que de s'entraîner. Et puis on a cette obsession de s'entraîner plus et mieux que les autres pour à un moment donné mériter aussi de gagner pour pouvoir faire la différence. Sauf que voilà, c'est un bagage un peu on va dire empoisonné qu'on embarque avec nous en fin de carrière, puisqu'on a pris ces habitudes d'entraînement long et à haute intensité, et qu'on a fini par croire que finalement c'est ce qui nous définissait. Et donc voilà, ça s'est invité dans mon quotidien
après ma carrière, donc après le sport de haut niveau, alors que c'était plus forcément nécessaire, et alors aussi que mon hygiène de vie ne me le permettait plus forcément. Donc voilà, c'est à ce moment-là, on va dire que j'ai eu du mal, on va dire, à me désentraîner, parce que quand le sportif de haut niveau met fin à sa carrière, il doit apprendre à son corps aussi à se désentraîner physiologiquement. C'est quelque chose qui est important, puisque sinon on traumatise le corps, mais dans un sens qu'on n'imagine pas finalement. Quand on s'entraîne moins, on le traumatise. Et donc voilà, ça a été une phase un peu plus compliquée pour moi. Alors voilà, jouer. Pierre Houin, vous qui êtes notre invité à médaille d'or en aviron au JO de Rio en 2016, et c'est pas évidemment à cela qu'on va réduire votre carrière, une grande carrière de sportif de haut niveau. Vous m'avez dit tous les sportifs de haut niveau passent ce cap, c'est-à-dire que tous ceux que vous connaissez, que vous avez côtoyés, quand ils ont arrêté leur carrière de sportif de haut niveau, ont basculé de la passion du sport à l'addiction qui est la bigorexie pour le sport. Vous en connaissez beaucoup ? Alors non, je pense qu'on est très loin quand même d'être tous concernés. Ça dépend aussi, malgré tout, quand même, on reste des humains. Ça dépend des caractères. Voilà, moi j'en connais aussi beaucoup qui avaient hâte de mettre fin à leur carrière, puisque justement s'entraîner pour eux c'était vraiment une tare. Et voilà, donc ces personnes ont eu moins de mal à passer à autre chose. Malgré tout, oui, j'en connais d'autres, mais on est plus une minorité qu'une majorité. Et vous avez senti, vous, ce moment où ça a basculé, comment ça s'est concrétisé ? Vous étiez vraiment dans la bigorexie, dont je rappelle à tout le monde, c'est une addiction excessive au sport, c'est le nom qu'on le donne à cette particularité. On verra d'ailleurs avec Hervé Martini, qui est secrétaire général Addiction France, addictologue et médecin du sport, ce que ça veut dire vraiment même dans le côté addiction. Comment ça se concrétisait ? C'est-à-dire que vous vous leviez le matin et tout de suite fallait aller faire du sport et vous en faisiez toute la journée ? Alors, pas toute la journée, non. J'ai quand même réussi à passer un certain cap. Encore une fois, je ne pense pas avoir été un cas d'école de bigorexie poussé. Malgré tout, je pense que je l'ai sincèrement touché du bout des doigts, et vous allez comprendre pourquoi. Parce que j'ai eu ma carrière de sport à haut niveau pendant plus de 10 ans, et je me suis jamais véritablement blessé, en tout cas de manière directement liée à l'entraînement pendant toute cette carrière. Malgré des hautes intensités, des fortes charges, voilà, malgré tout ce qui allait avec. Et là, par contre, je me suis blessé, et j'ai eu la blessure entre guillemets du rameur typique qui s'entraîne beaucoup et qui néglige son hygiène de vie. J'ai eu une fracture de fatigue quelques mois après avoir mis fin à ma carrière. Donc, je me suis littéralement fêlé une côte, due notamment à une charge d'entraînement qui était restée excessive et à une hygiène de vie qui correspondait plus à celle d'un sportif de haut niveau finalement. Donc ça a été véritablement ça l'alerte, le coup d'arrêt. Et heureusement finalement le corps est bien fait, parce qu'il nous envoie toutes sortes d'alertes. Et celle-ci, moi, m'a complètement bloqué. Enfin littéralement, on a du mal à respirer quand on a une côte fêlée. Donc on est obligé de se limiter. Et après, juste pour aller un peu plus loin sur la notion de bigorexie, moi c'est plus du coup une forme de bigorexie qui se rapprochait de ce qu'on appelle l'anorexie athlétique. C'est quand en plus de ça on apporte un critère lié au poids et à l'apparence physique. Moi j'ai appartenu du coup pendant plus d'une dizaine d'années à la catégorie notamment des rameurs poids légers, et donc j'ai évolué toute l'année autour, voire en dessous des 5% de masse grasse pour passer les pesées, et du coup j'ai eu un peu cette psychose entre guillemets de la balance, et donc il y a eu ce mélange de fort entraînement, régime continu, enfin voilà, et donc du coup c'est pas un bon cocktail. Alors on va évidemment tout de suite se retourner avec notre médecin qui est avec nous, docteur Martini, secrétaire général Addiction France, addictologue des médecins du sport. J'aimerais avoir aussi bien sûr votre regard sur ce début de témoignage de Pierre Houin, et puis de nous expliquer exactement ce qui se passe quand on tombe dans l'addiction du sport, donc dans ce qu'on appelle la bigorexie. Alors, d'abord, un premier élément de définition. La bigorexie était décrite notamment chez les culturistes au départ, qui avaient une vision déformée de leur corps. Ils se sentaient pas assez musclés, donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris des protéines et ils ont fait une pratique excessive de la musculation, jusqu'à finalement se rendre compte que c'était pas suffisant, et donc ils augmentaient finalement leur charge musculaire, charge sportive, intensité, etc., les nombres d'heures pratiquées. Donc ça, c'était décrit d'abord la bigorexie, notamment dans ce milieu-là. Par excès, on a considéré que c'était la dépendance à l'exercice physique ou à l'exercice physique, où là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le sujet, en fin de compte, c'est bien décrit, tout va être centré autour, non pas tant de la performance que de ce besoin. C'est un besoin
compulsif, c'est pas un plaisir, ça devient un besoin compulsif, c'est même pas un travail, parce qu'un travail, on a un début, on a des horaires, entraînement, repos, on va tout le temps être en mouvement, tout le temps besoin de plus, avec des fois des phénomènes de tolérance. Si j'ai pas ma dose, entre guillemets, ma dose de sport, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas bien. Et c'était bien dit, souvent la blessure est un révélateur. La blessure est un révélateur, j'ai une blessure qui arrive, alors pendant ou après ma carrière sportive. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Je me rends d'un grand vide, d'un besoin. Je suis irritable, je suis pas bien, je me pose plein de questions, il y a le doute qui s'installe. Et là, on est vraiment sur des éléments, c'est-à-dire que c'est une souffrance, faut pas croire. Effectivement, c'est vécu, et Pierre le dit bien, comme une addiction positive, entre guillemets. On fait du sport, on a une vision critique du corps, super, c'est tout ce qu'on cherche aussi. D'ailleurs, et les puis jeunes socialement, sont très marqués là-dessus. Docteur Martini, sur Sud Radio, socialement, c'est pas du tout répréhendé par le jugement des autres, c'est pas une addiction comme l'alcool ou autre, quoi. Absolument, c'est tout le statut effectivement du sportif, de la personne du culte du corps, qui est véhiculé d'ailleurs dans les réseaux sociaux, notamment en direction des plus jeunes, qui vont aller vers ces phénomènes de pratique, de musculation excessive, etc. Donc effectivement, au niveau neurobiologique, si on revient un peu, on est quand même mécanisme avec des phénomènes de salience, c'est-à-dire le fait que le sportif a vraiment besoin de perte de contrôle aussi, de besoins compulsifs et d'apaisement. Ça permet un apaisement qu'on va pas forcément retrouver après. C'est important ce que vous dites, parce que c'est une addiction à part entière, ou on peut le ranger dans le trouble du comportement, où vous parliez de l'image corporelle? Vous avez raison, parce qu'en fin de compte, il y a une grosse frontière, et d'ailleurs, Pierre l'explique très bien avec l'aspect de comportement alimentaire qui est perturbé. On va retrouver effectivement aussi des troubles du comportement alimentaire. Il y a certaines études qui montrent que 30% des sportifs de haut niveau, notamment dans des sports où la notion de poids est importante, poids, puissance, force, on va retrouver là des éléments très clairs de troubles du comportement alimentaire. Donc on est finalement actuellement en charnière, puisqu'on va trouver chez pratiquants excessifs de sport, forcément un attachement à la notion de poids. D'accord. Et on va forcément aussi trouver chez des personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, pour réduire leur poids, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller vers la pratique sportive. L'anorexie, par exemple, chez les jeunes filles, elles sont souvent des filles très actives, parce qu'elles ont besoin, pour contrôler leur poids, de faire une activité physique. Donc on arrive à, est-ce que c'est une addiction primaire, une addiction secondaire? Bon, il y a une grande discussion au niveau clinique en ce moment, de classification, mais en tout cas c'est réel. La pratique excessive de sport peut être un danger pour la santé. Et puis pas que pour la santé, on verra ça aussi avec vous, Hervé Martini, qui est secrétaire général Addiction France, addictologue et médecin du sport sur Sud Radio, dans notre rendez-vous Sud Radio vous écoute pour nos routes de l'été. On revient avec vous, Pierre Houin, dans quelques instants. Vous qui êtes médaillé d'or en aviron au JO de Rio, ça c'est vraiment l'effet marquant, mais vous avez eu beaucoup d'autres médailles par votre carrière. Mais parce que je voudrais qu'on accueille Xavier au 0800 26 300 300. C'est important, vous pouvez nous rejoindre, puisque vous aussi, vous avez la parole. Sud Radio vous écoute, donc n'hésitez pas. Bonjour Xavier. Bonjour Laurence, bonjour Sud Radio. Merci d'être avec nous. Vous habitez où, vous? J'habite à Floirac, à côté de Bordeaux. Très bien. Et vous avez, me dit Manu, notre standardiste, plein de questions à poser. Racontez-vous déjà. Mais moi, je fais pas mal de sport. Je m'entraîne pour le marathon. J'ai découvert ce sport il y a 1 an. Et c'est génial, je m'éclate. Ça nécessite beaucoup d'entraînement. Donc je me retrouve pas dans la notion de bigorexie, malgré le fait que je m'entraîne beaucoup, tout simplement parce que je pense que ma pratique, qui représente à peu près 6-7 heures par semaine, ça n'empiète pas du tout sur ma vie sociale, ma vie familiale, ma vie professionnelle. Et je pense que c'est ça le critère de l'addiction, c'est le fait qu'on a une pratique ou une consommation qui va nuire aux éléments centraux de la vie, la famille, le travail, notamment. Alors, c'est une bonne question, Xavier. Moi, je me permettrais de dire que quand on est addict à quoi que ce soit, quelque part, on ne se rend même pas compte des conséquences sur notre environnement, et qu'il soit humain ou autre, et que des fois, l'addict même, je ne sais pas ce que vous en pensez, Hervé Martini dit « Moi, tout va bien, ça n'a pas de conséquences, alors que ça en a. » Docteur Martini? Quand je veux, oui, c'est souvent la phrase qu'on entend toujours, je gère et j'arrête quand je veux. Alors il a raison de dire qu'effectivement la vie sociale c'est un élément marquant. C'est lorsque tout finalement va être tourné autour du sport. Alors attention, petite nuance, s'il prépare un marathon, il va forcément avoir une phase de préparation athlétique obligatoire. Des gens qui vont faire des Ironman vont forcément sur des périodes courtes, et Pierre pourra le dire, avoir des périodes d'activité physique importante, d'objectifs, etc. pour performer lors de l'activité, lors de la compétition. Le tout, c'est après de se dire, une fois que la compétition est finie,
Martini, prévoir une phase de récupération et de repos. Et c'est les addicts, en fin de compte, au sport s'en rendent pas compte, mais ils vont continuer un sur-régime, ils vont continuer à pratiquer toujours et encore. Ne pas avoir le repos, la mise au repos, la récupération physique, c'est aussi un élément clé de la vie du sportif. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est-à-dire que si pendant 3 semaines, j'ai un objectif très clair et je vais forcément faire un peu plus, jusqu'à 20 heures par semaine, c'est pas une notion tellement de quantité d'horaire, de temps, qui est important, mais je vais pratiquer parce que j'ai cet objectif-là. Mais qu'après, finalement, une fois que c'est fini, je vais pouvoir revenir à une vie un peu plus réglée, vie sociale, etc. On n'est pas dans le domaine de l'addiction. Pierre Ouin est notre invité également. Xavier, vous avez une autre question à poser ou non? Tout va bien? Oui, en fait, je voulais poser une dernière question, mais c'était une réflexion, une question que je pose aux personnes en bateau et à vous-même. Est-ce qu'on n'est pas dans une société de l'addiction? Parce que là, on parle de l'addiction au sport, mais regardez autour de vous, on a des addictions qui se multiplient dans la vie, dans la société française et dans la société en général. Addiction aux écrans, addiction au sucre, addiction à la drogue, addiction à l'alcool, addiction au sexe, addiction au pouvoir, addiction à l'argent, aux carrières professionnelles. On voit qu'il y a des addictions de toutes sortes qui apparaissent. Est-ce que ces addictions n'ont pas une cause commune? Est-ce qu'on n'a pas une racine commune à toutes ces addictions? Des carences affectives lors de l'enfance, une société de la surperformance, une société de la concurrence. Xavier, je suis totalement d'accord avec vous, mais ce que je vous propose, c'est de rester avec nous et on va demander à nos deux invités, autant Pierre Ouin, médaillé d'or en aviron au JO de Rio en 2016, que Dr Martini, qui est secrétaire général Addiction France, addictologue et médecin du sport, ce qu'il pense de votre réflexion, qui, à mon avis, est très bien arrivé à ce moment de l'émission. Merci d'être l'animateur, 3e animateur de l'émission. C'est une très bonne question. À tout de suite, Xavier. On revient sur les routes de l'été dans Sud Radio vous écoute dans quelques instants. Sur les routes de l'été, Sud Radio vous écoute. Et nous sommes avec vous pour parler ce matin de la bigorexie, ou tout du moins plus exactement l'addiction au sport. Est-ce que vous-même, vous sentez que vous êtes en train de passer le cap du sport passion au sport addiction? Est-ce que vous ne pouvez plus vous en passer? Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous trouvez qu'il y a effectivement peut-être des tendances et des sensations sur votre entourage qui commencent à être un peu critiquées par votre mari, votre femme, votre maman, vos amis, en vous disant t'en fais trop, arrête un peu? N'hésitez pas à venir témoigner ou tout simplement à poser des questions à nos invités. Nous sommes avec Pierre Ouin, qui est médaillé d'or, entre autres, en aviron, un grand sportif, évidemment, de l'aviron, champion olympique, on le rappelle. Et puis, Hervé Martini, secrétaire général Addiction France, addictologue et médecin du sport, qui sont avec nous. Alors, avec vous, docteur Martini, et avec vous, Pierre, tiens, je vais d'abord demander le regard sur ce que vient de nous dire Xavier, qui est avec nous au 0826 300 300. Pierre Xavier dit, est-ce que c'est pas un peu on n'est pas dans une société où il y a beaucoup d'addictions parce qu'on veut toujours aller trop vite, on veut trop travailler, parce que l'ambiance est aussi comme ça. Vous en pensez quoi, vous, Pierre Ouin, vous qui avez pratiquement basculé, même si vous avez réussi grâce à une blessure à pas basculer dans l'addiction totale? Oui, carrément, on peut largement élargir la problématique. Et puis, pour rester centré sur le sport, je crois qu'on peut d'ores et déjà identifier des outils qui peuvent aussi l'expliquer, ou qui, en tout cas, aujourd'hui, exacerbent vraiment l'addiction au sport, sur notamment maintenant les plateformes les deux réseaux sociaux sportifs, pour ne pas citer. Enfin, moi, je suis encore et toujours sur, par exemple, des plateformes comme Strava, par exemple, ce genre de choses qui sont des très bons outils, mais qui, voilà, encore une fois, quand ils sont pas bien utilisés, ou quand ils sont surutilisés, ou quand ils sont détournés, entre guillemets, peuvent devenir, en tout cas des outils qui en fait alimentent cette addiction au sport. Après, j'ai cité ça, mais il y en a plein d'autres. Aujourd'hui, toutes les montres connectées et leurs applications s'amusent à nous faire comme si on était des sportifs de haut niveau, notre compte-rendu hebdomadaire, nos minutes passées dans telle zone, les kilomètres cumulés, ce genre de choses. Et puis, dès qu'on a un peu d'appétence pour le sport, il y a des chances qu'on soit un peu compétiteur dans l'âme, et il y a des chances que du coup, on veuille en faire de plus en plus chaque semaine. Donc, ça ne m'étonne pas que du coup, dans ce contexte, il y ait un certain nombre qui tombent dans une certaine forme d'addiction progressive. Docteur Martini, que pensez-vous de la réaction et de la réflexion de Xavier sur cette époque où il y a de plus en plus d'addictions? Alors effectivement, on est confronté à beaucoup de sollicitations.
L'alcool, bien sûr, le tabac et les addictions comportementales. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est toujours la conjonction d'un environnement avec la présence de facteurs, on l'a dit, sur l'activité physique et sportive, le développement du sport, le développement des mondes connectés, etc., l'Internet aussi qui se développe, le jeu, les écrans, etc. Donc, on a des nouveaux, des nouveaux comportements où on n'est pas forcément habitué. On n'a pas eu d'évolution, je dirais, sur le long terme autour de ça. C'est comme le sucre. Hein. Si on prend le sucre, au départ, on consommait peu de sucre dans la vie. Il y a 50 000 ans, on consommait peu de sucre. Le sucre est venu d'une invention très récente du 19e siècle. Et donc là, on n'avait pas eu le temps encore de s'habituer. Donc c'est la rencontre d'un environnement, d'un produit ou d'un comportement et d'un individu avec ses fragilités, ses faiblesses. Et là, malheureusement, on est inégaux face à cela. Il y a des personnes qui seront plus enclins de développer une addiction que d'autres. D'autres ont des facteurs de protection, la confiance en soi, le fait de dire non, le fait de pouvoir se rendre compte de la difficulté de cette addiction. Donc on est vraiment inégaux. Après, il y a une voie commune, hein, c'est le système de la récompense qui est profondément ancré en nous, qui permet de nous dire qu'un comportement il est bon pour nous. Simplement, moi, quand je mange du brocoli, je sais que c'est bon, mais je suis rarement d'addiction au brocoli, je vous rassure. Par contre, avec le risque d'alcool, avec l'alcool, on a plus de risques. Et donc là, effectivement, les personnes vont être beaucoup plus réceptives et la récompense de même de l'activité physique est pas à degré 1, mais à degré fois 100, fois 1000. Ce qui fait, quand un comportement, il vous fait du bien, il vous soulage d'une tension interne, qu'est-ce qu'on fait ? On y retourne. Et on va trouver dans l'environnement des choses qui vont nous aider. C'est la pratique du sport, la pratique d'un travail intensif, et l'alcool et les produits, etc. Merci beaucoup Xavier d'avoir posé cette question au 0826 300 300. Vous, Pierre Houin, vous qui êtes maintenant, je crois, vous êtes, comment on dit, pas président, mais vous travaillez au club aviron de Toul, là où vous avez commencé. Hein, d'ailleurs, vous avez été nommé président. Comment vous travaillez cette approche pour les jeunes qui arrivent au club d'aviron dont vous vous occupez ? Je crois que pour le moment, il faut qu'on passe, notamment par les jeunes, par cette notion de plaisir. La notion de plaisir du sport, avec aussi le fait de bien comprendre une chose, c'est que si on veut être performant, parce qu'à un moment donné, la question se pose, même chez les jeunes, c'est notamment au prix d'un certain repos. Il y a la phrase célèbre, hein, le repos fait partie de l'entraînement, et ce qui est intéressant quand on pratique un sport encadré en club, dans le mouvement sportif, avec des éducateurs, avec des entraîneurs, c'est qu'on a un programme d'entraînement. Et vous voyez, moi par exemple, c'est ce qui a fait à un moment donné qu'il y a eu cette alerte de blessure, c'est que je suis sorti du programme d'entraînement fédéral, qui est quand même relativement bien fait, puisqu'il est basé sur des cycles. Donc sur des cycles de haute intensité, des cycles d'entraînement foncier et des cycles de repos. Donc ce qu'on appelle les semaines rouges, les semaines vertes. Et donc du coup, à l'approche d'un événement, à l'approche d'une compétition intense, on a toujours, par exemple et de manière générale, une semaine verte qui précède du coup la compétition, la semaine de la compétition. Et c'est une chose qu'on ne retrouve plus forcément dans une pratique autonome. Donc dans le cadre du club, c'est encore un peu différent. On a cette chance d'être bien encadré encore une fois et d'apprendre en fait à construire, à véritablement construire la performance et surtout à construire des jeunes hommes et des jeunes femmes pour qu'ils soient bien dans leur peau. Quelles sont les prises en charge qui existent, Dr Martini, vous qui êtes médecin du sport et addictologue également, sur les thérapies comportementales? Est-ce qu'il y a des suivis pluridisciplinaires, bilan psychologie systématique pour tout ce qui est sportif de haut niveau ou pour ceux que vous rencontrez dans l'addiction? Alors effectivement, pour tout ce qui est sport de haut niveau, on a la chance en France d'avoir un écosystème du sport qui est basé à la fois sur des fédérations, sur des clubs, sur des bénévoles, sur des éducateurs qui sont formés, sur des médecins fédéraux. Donc on a une structuration du sport qui permet, avec des consultations quand on est effectivement sportif de haut niveau qui peuvent être régulières auprès des psychologues du sport. On a aussi la reconversion, et Pierre Houin en a bien parlé, la reconversion est importante, c'est un moment clé de l'étape. J'ai été sportif, je suis sportif, j'ai été sportif, donc faire le passage vers une autre vie. Et donc, c'est dans les structures fédérales, il y a des médecins qui se forment, il y a des psychologues du sport qui se forment et qui peuvent effectivement accueillir. Par contre, il y a toute une frange de la population qui n'est pas forcément affiliée à un club, qui va faire de la course à pied, par exemple, pour un marathon, mais qui va s'inscrire juste à la session de marathon en prenant une licence provisoire. Donc, on a ces personnes qui sortent du radar. Donc là, c'est effectivement les médecins du sport, lorsqu'on a une blessure qui va arriver, c'est peut-être à eux de poser la question de l'intensité, de comment le rapport au sport, plus que simplement, au-delà de l'infiltration, au-delà de la physiothérapie qui est mise en place,
Moi, je crois beaucoup aux kinés, aux éducateurs sportifs, aux kinés, qui sont des personnes clés parce qu'elles voient le sportif blessé ou l'amateur blessé sur du long terme. Elle va pouvoir travailler avec lui, discuter et avoir des outils pour repérer finalement des bascules vers cette addiction à l'exercice physique. Ça, ce serait important effectivement de former ces personnes qui sont dans l'ombre souvent du sportif et qui sont les éléments clés du sportif. Alors, il y a une très bonne réaction sur la page Facebook de Sud Radio. Vous savez que j'ai beaucoup de co-animateurs et j'aime beaucoup ça, partager ce moment également. Stéphane qui dit, vous parlez de l'addiction du sport chez les adultes, parlez de l'addiction aussi des enfants et du non-suivi des athlètes enfants et ados. Docteur Martini. Oui, absolument. Ben oui, alors... Là encore, on a beaucoup, on a dans les CREPS par exemple, effectivement, on a des sports-études, donc on a des éducateurs. Il faut peut-être encore un peu plus les former. Il faut en parler. Je crois qu'il y a un tabou aussi. Je pense que Pierre Ouin doit aussi là-dessus. C'est un tabou d'en parler. C'est un tabou de parler. Je suis addict au sport. Que va penser mon coach ? Si je lui dis j'arrive plus, j'en peux plus, je suis alors qu'il y a des échéances sportives. Donc il y a aussi ça qu'il faut à mon avis travailler un tout petit peu le regard qu'on a par rapport à un sportif qui peut être en difficulté. Voilà. Mais effectivement chez les jeunes, alors ceux qui sont dans les clubs sportifs, Pierre Ouin l'a dit, on a des éducateurs, il faut les former, il faut essayer. Et il y a une addiction au sport qui peut se développer, des blessures, etc. Mais il y a ceux qui sont pas. On a une augmentation de la fréquence des salles de sport. Alors c'est bien de faire du sport. Je dis alors. Attention, c'est bien de faire du sport, il faut faire du sport, on n'en fait pas assez. En population générale, il faut bouger, il faut faire de l'exercice physique, c'est obligatoire. Par contre, effectivement, chez les jeunes qui vont en salle, qui vont faire des exercices pas encadrés, dans des salles locaux, qui vont prendre des protéines, là, il y a effectivement un risque. Ça, on l'a vu, on l'a pointé, c'est un développement massif de sportifs de ce niveau-là, avec les risques de dopage par derrière. Puisque pour prendre de la masse, pour être bien, je vais effectivement prendre des produits dopants. Et là, docteur Martini, les réseaux sociaux ont un rôle à jouer parce qu'on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux des gens qui s'entraînent. Si on est un peu intéressé par ça, l'algorithme du réseau social vous envoie toutes les photos ou toutes les vidéos de ceux qui s'entraînent en salle, etc. On a de plus en plus avec des gens qui deviennent très minces, très musclés, soi-disant. Enfin, c'est très particulier. Danger, quoi. Stimulation sans cesse. Comme vous dites, la plateforme va vous envoyer sans cesse des stimulations. Vous aurez 10, 15, 20, 30 messages de ce type-là. Votre cerveau, alors je rappelle, le cerveau d'un gamin, entre 12 et 25 ans, il est en pleine évolution. Il crée des réseaux sociaux, il se crée, quand il se connecte avec le monde qui l'entoure, il progresse. Et donc là, effectivement, il a une vulnérabilité qui est beaucoup plus importante à ce moment-là. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit qui est important avec vous, Pierre Ouin. Vous qui êtes un sportif de haut niveau, on peut parler des JO évidemment de 2016, mais pas seulement. En aviron, on parlait de tabou. Est-ce que oui, vous l'avez senti dans votre milieu, même si aujourd'hui vous n'êtes plus dans le milieu professionnel, enfin tout du moins, si, toujours dans le milieu professionnel, mais de sportifs comme ça? Franchement, pas vraiment. Non, d'accord. Bon, après, encore une fois, c'est un terme que j'ai découvert post-carrière. Donc, pour le coup, vous m'auriez parlé de bigorexie, j'aurais même pas su le définir, c'est un mot que je n'avais jamais entendu en tant que sportif de haut niveau sur liste. Mais c'est vraiment venu après. Après, encore une fois, tabou, je vois pas pourquoi. En tout cas, dans le monde du sport de haut niveau, ce serait tabou parce que on va dire que c'est malheureusement, c'est le mauvais côté de vouloir performer, c'est le mauvais côté de vouloir donner le meilleur de soi-même. Moi, mes raisons étaient louables. Je veux dire, je me suis entraîné bien au-delà du programme fédéral mes dernières années. J'arrivais plus à avoir de pic de forme. Je m'en suis rendu compte a posteriori, mais ça, je le faisais, mais c'était encore une fois pour aller chercher la meilleure performance possible, pour rendre fiers mes proches. C'était vraiment pour mériter de gagner, quoi. Donc, encore une fois, l'intention est louable et c'est pour ça qu'en ce sens, je pense pas qu'il faille avoir honte ou quoi, mais c'est vrai que par contre, dans la société plus civile, forcément, quand on parle de bigorexie sur, encore une fois, les gens qui sont sur les plateformes, qui comparent leurs entraînements et tout, c'est vrai que du coup, je pense qu'il peut y avoir un côté un peu plus tabou. C'est vrai que c'est difficile d'en parler parce que, comme on l'a évoqué, ça entraîne aussi une certaine irritabilité. C'est quelque chose dont on a du mal à prendre conscience. Et c'est vrai que ça crée, comme toute drogue, mais ça crée ce côté, dès que j'ai fait ma séance de sport, déjà, je me sens mieux. Mais si je ne l'ai pas fait, je ne me sens pas bien. Et donc, du coup, c'est vrai que je pense que dès qu'on a cette déviance-là, ça peut commencer à devenir un peu tabou, oui, dans la société. Après, pour répondre à votre question, dans le sport de haut niveau, c'est vraiment pas une question qui se pose.
parce que, encore une fois, c'est naturel. C'est notre taf de s'entraîner 35 heures effectives par semaine. Et si j'arrive à faire 40 heures et que je tiens encore debout à la fin de la semaine, on s'en félicite presque, quoi. Enfin, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, voilà, on voulait sur Sud Radio vous écoute en parler aujourd'hui, puisque nous sommes le mardi 26 août et qu'il y a la rentrée qui va arriver avec tous ceux qui vont prendre des bonnes résolutions, dont ceux qui vont se mettre au sport. Donc voilà, avec Dr Martini, avec prudence, ne tombons pas dans l'addiction. Et puis ceux qui peut-être se sont reconnus l'air de rien, sans nous appeler, sans rien, mais faites votre chemin dans votre tête aussi, de décrocher un petit peu et de ne pas passer votre vie en addiction, dans ce qu'on appelle la bigorexie, qui d'ailleurs, pour les joueurs de Scrabble, c'est bien, ça vous fait un nouveau mot pour mettre sur le plateau. Merci beaucoup, Dr Martini. Merci. Secrétaire général Addiction France, addictologue et médecin du sport. Et merci à vous, Pierre Houin, grand sportif de haut niveau, médaillé d'or en aviron au JO de Rio en 2016 et aujourd'hui président du club d'aviron de Toul, d'avoir été avec nous. Je vous embrasse. Avec grand plaisir, merci à vous. Bonheur à vous et belle rentrée à tous. Nous, on continue sur Sud Radio. On reste avec vous. Et dans quelques instants, je vais vous emmener en promenade. On va faire un petit détour de vacances parce qu'elles sont pas complètement terminées. Laurence Perrault. Dans quelques instants, ce sera pratiquement l'heure, non pas de se mettre à table, mais de penser sérieusement à ce qu'on va peut-être proposer pour le déjeuner. Et sur notre table de l'été, je vous donne rendez-vous avec Oksana Crétou, avec son restaurant qui s'appelle Inima à Bordeaux. Et Oksana va nous parler de sa cuisine, bien évidemment, mais de son parcours aussi, pas comme les autres, puisqu'elle est originaire de Moldavie et elle a trouvé dans la cuisine ce fameux terrain d'expression qu'il lui fallait. Et d'ailleurs, elle nous parlera d'une spécialité qui est la sienne, ce qu'on appelle la cuisine fumée. Ce sera donc notre rendez-vous sur la table de l'été. Mais pour l'heure, je vous propose un joli détour de vacances parce que elles sont pas complètement terminées. Non, 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 non. Sur les routes de l'été, détour de vacances. Imaginez un endroit où le temps s'arrête, où la nature vous berce dans un silence apaisant. Je vous propose de me suivre aux Nuits de Coucou, niché au cœur du parc naturel du Haut-Jura. Et aujourd'hui, pour ce rendez-vous détour de vacances, je vais me permettre de recevoir et d'accueillir Élodie et Emmanuel Courvoisier, qui sont les créateurs de Nuits des Coucous. Bonjour à vous deux. Alors, nous sommes avec Élodie. Nous sommes avec Emmanuel. Comment ça va, Emmanuel ? Ça va, merci, et vous? Très bien. Est-ce que vous pouvez me raconter, d'ailleurs vous direz bonjour à Élodie, qui ne doit pas être très loin, ce qui vous a inspiré pour créer les Nuits des Coucous et pourquoi précisément vous l'avez fait dans le Haut-Jura? Donc je suis originaire du Haut-Jura. J'ai grandi dans une activité touristique qui s'appelait la ferme des Coucous à La Favière. D'ailleurs, je passe un petit beau jour à tous les clients que j'ai rencontrés tout au long de ma vie. Et donc, c'était pour continuer un peu cette expérience touristique, mais plus avec mes idées, en fait. Voilà. Vous avez créé un parc assez incroyable, un parc de loisirs au cœur d'une nature préservée, un parc résidentiel. C'est une évasion que vous nous proposez. Présentez-moi la Nuit des Coucous. Donc, les Nuits des Coucous, donc effectivement, ouais, c'est donc dans le Haut-Jura, on a 1000 mètres d'altitude. Les structures elles sont situées entre 3 et 6 mètres de haut sur une charpente métallique. L'idée au début, je voulais des cabanes dans les arbres. Mais en fait, les arbres à 1000 mètres d'altitude, ils sont pas capables de prendre les charges de neige. Je crois qu'ils sont entre 100 et 500 kilos au mètre cube environ. Donc, excusez-moi. On a fait donc des charpentes qui étaient capables de supporter cette charge et d'amener les cabanes à la canopée des arbres. Ah, c'est incroyable. Les Nuits des Coucous, moi j'aime bien ce mot. C'était à cause de l'ancienne ferme ? Entre autres, oui. Puis c'est un nom qui est toujours un peu connu dans le Haut-Jura avec Coucou, Courvoisier. Et c'est quelque chose qui c'est un petit clin d'œil. Donc notamment aussi pour ma maman qui est décédée à 48 ans. Et donc, on voulait faire toujours un petit rappel à tout le travail qu'elle avait fait, quoi. Et vous pouvez me parler un peu des hébergements, me les décrire, ceux que vous avez mis en place? Donc, en fait, c'est des quotas finlandais, exactement, pour être un peu plus précis. Donc, en fait, j'ai fait ce que j'aurais aimé louer, en fait. Donc, on est dans une cabane accessible à tout le monde, suivant les différentes cabanes. J'ai misé vraiment sur le bien-être, en fait. Donc, une literie de qualité, il y a spa, il y a un chauffage réversible, donc est capable de faire clim. Il y a tout le confort. Donc, dans le futur, il y aura un sauna.
On essaie de mettre un maximum de confort et elles ont tout à l'égout aussi pour vivre une autre expérience. Donc c'est la cabane un peu améliorée, quoi, on va dire. Et quelle valeur, quelle expérience vous cherchez à partager, à offrir à vos hôtes ? Moi, vraiment, c'est déjà cette sensation que moi, l'objectif, c'était de toucher les feuilles, d'être caché et puis d'être ouvert à la fois, parce que la nature, elle est quand même formidable. On n'est pas obligé de tout raser pour avoir quelque chose de magnifique. Je pense que c'est tout l'inverse, en fait. L'hiver, en fait, tout se dégage. On a une vue incroyable. Et l'été, en fait, toutes les feuilles nous abritent et nous permettent même de maintenir un peu la température. Et les oiseaux, les écureuils. On est à côté du parc naturel régional du Haut-Jura qui fait 70 hectares, donc qui est en zone préservée. Hein. Et donc, il peut passer biches, oiseaux, écureuils, et notamment, on a aussi le lynx qui est sur notre parcours, quoi. Disons que nous, on l'a déjà croisé une fois. Ah ouais. Et voilà, c'est ouais, on a déjà eu avec mon épouse une rencontre. Ah ouais, c'est incroyable. Enfin, vous avez croisé le lynx avec Élodie Courvoisier, hein, vous, Emmanuel, qui êtes gérant du domaine La Nuit des Coucous et le créateur, hein, de ce domaine. Donc, ça veut dire que, au-delà des hébergements, et j'invite tous ceux qui nous écoutent sur Sud Radio de ne pas hésiter à aller vous découvrir sur Internet, hein, ça s'appelle nuitdescoucous.com. Hein. Alors comme ils sont plusieurs, il y a du S partout, nuitdescoucous.com. Voilà. On voit les hébergements, c'est assez incroyable, hein, d'ailleurs, hein, les logements que vous proposez, je trouve ça très joli. Et effectivement, comme vous nous le dites, on est en contact direct avec la nature. Voilà. Après, c'est vrai que c'est un projet, donc en même temps, j'en profite pour vous remercier, la radio, tout le monde, parce que c'est un projet qu'on a fait à 95% tout seul avec ma femme. Donc, il y a 2 ans, j'avais 21 tonnes d'acier dans la cour en bas. De temps en temps, des potes qui, bon, en plus de leur travail, qui venaient, mais voilà, puis travailler ici dans le Haut-Jura sous ces conditions climatiques et tout, ça a été une vraie épreuve, quoi. Donc, je vous remercie parce que je suis un Français comme tout le monde, où j'ai acheté mon terrain, j'ai acheté chaque morceau, j'ai acheté chaque pierre et puis j'ai essayé de les assembler. Ça a été vraiment très difficile. Aujourd'hui, ça donne le résultat en tout cas qui nous plaît puis qu'on a envie de partager. Voilà. Je vais donner, tiens, pour aller dans votre sens, c'est vraiment parce que Colin, quand il vous a trouvé, mon jeune assistant, sur Internet, parce qu'il faisait des recherches sur les hébergements insolites, il a craqué complètement. Et entre autres sur la féerique, c'est le quota féerique, perché à 5 mètres, qui enchante par sa décoration raffinée, voit-on sur votre site Internet. D'ailleurs, on voit bien les photos. Il y a 2 personnes, il y a vraiment un filet suspendu à 6 mètres de haut, où là, on va pouvoir s'allonger et juste profiter en ayant le corps totalement détendu. Enfin, il y a vraiment, c'est incroyable. Un lit coffre king size, une salle de bain bien sûr, etc. Il y a les petits déjeuners, hein, qui sont offerts la première nuit. Enfin, c'est assez incroyable. Hein. Tout, le jacuzzi du Tiki. Non, mais moi je vais venir là. Là, j'en peux. Là, c'est bon. Je vais avoir 2 jours ce week-end. J'arrive. Vous êtes complet? On est complet à peu près un mois d'avance, quoi. Ah ok, d'accord. Et vous fermez quand dans l'année? Parce que l'hiver, c'est plus compliqué, j'imagine. Non, mais vous savez, comme je vous disais, donc on est que les 2, on tient beaucoup à cette structure. Ça fait 2 ans qu'on travaille non-stop, hein, du lundi au dimanche. Aujourd'hui, on n'est pas vraiment dans l'idée de fermer, même pour l'instant, voilà, on s'axe sur le travail et puis c'est ouvert tous les jours. Voilà, la nuit au top, les avis, hein, sur Internet. Le lieu est parfait pour profiter en amoureux. Merci pour le très bon accueil. Chouette expérience dans ce tipi hyper fonctionnel dans lequel il fait bon vivre, accueil généreux, attentionné. Voilà, il y a plein de bonnes raisons d'aller vous découvrir dans le Haut-Jura. Merci beaucoup, Emmanuel Courvoisier. Je vous remercie, merci énormément, merci à Monsieur Magnan, merci à tout le monde et merci aux auditeurs d'écouter. C'est vraiment super sympa. On est là pour ça, pour nos détours de vacances avec Élodie Courvoisier, Emmanuel Courvoisier, créateur et gérant du domaine La Nuit des Coucous. Allez voir sur Internet, nuitdescoucous.com, et vous allez aller dans une belle région qui est le Haut-Jura, rencontrer des gens adorables et des hébergements hyper insolites pour un joli détour de vacances. Tiens, et si on profitait aussi du moment où on va pouvoir aller se balader non loin de Bordeaux pour déjeuner ce midi. Ce sera notre rendez-vous de la table de l'été dans quelques instants. Sud Radio, la table de l'été. Et aujourd'hui, dans cette table de l'été, je vous l'ai dit, direction Bordeaux avec une chef dont le parcours est aussi singulier que sa cuisine. Elle est originaire de Moldavie. Oksana Cretu est avec nous sur Sud Radio aujourd'hui. Bonjour Oksana.
Bonjour Laurence. Merci d'être avec nous. Vous êtes au restaurant Inima à Bordeaux. Vous êtes arrivé en France en 2006. Vous aviez à peine 21 ans. Comment est-ce que vous avez réussi à aujourd'hui être à Bordeaux avec ce grand restaurant? Racontez-moi votre parcours, Oksana. Moi, vous connaissez déjà beaucoup de choses, je vois. Déjà, merci pour votre appel et pour cette mise en avant, cette minute, oui, à m'accorder. Mon parcours, oui, un peu atypique. Je viens de Moldavie, arrivée en France en tant que fille au père. Longuement cherché ce que j'avais envie de faire dans la vie, une passion pour laisser un peu un héritage à ma fille. Et donc c'est la cuisine qui m'a plus inspirée, passionnée et qui fait que tous les jours on a envie de donner tout de nous-mêmes et de faire des choses encore meilleures. Vous avez ouvert votre restaurant Inima à Oksana Cretu en quelle année? Alors, j'ai ouvert le restaurant Inima en 2017-18. Vers 18 ans, donc ça fait 7 ans, je crois. Oksana, Inima, ça veut dire de tout cœur en moldave. Alors, Inima veut dire de tout cœur, ça veut dire aussi cœur, ça veut dire le centre de quelque chose. Ça a beaucoup de signification dans la tradition moldave, dans la culture également. Il y a aussi beaucoup de broderies enfin, on a une blouse nationale qui s'appelle Ia, et donc le cœur est toujours représenté sur ces broderies et ça représente toujours la femme. Je vais aller manger chez vous, Oksana Cretu. Quelle cuisine différente de celle que je connais peut-être vais-je avoir le plaisir de déguster, de découvrir? C'est une cuisine plutôt libre et élégante. En tout cas, c'est ce que j'aimerais qu'elle soit. Donc, on a beaucoup d'influences florales, végétales. Je suis tournée vers les fruits de la mer. J'apprécie plus la cuisine des produits de la mer que les viandes, même si on en retrouve un peu sur ma carte. Donc c'est un menu, c'est des menus dégustation qu'on propose sous forme de voyage avec des artifices également, enfin des sauces qu'on rajoute, du sel qu'on va pulvériser. On a en fait un échange et une interaction avec nos clients. La cuisine reste très légère. Je ne sais pas si je dois employer le mot féminine, mais en tout cas, une cuisine élégante. Voilà. Et vous avez une voix d'une douceur incroyable. Je le pense, retrouver cette douceur aussi dans certains de vos plats, dont l'une de vos spécialités, c'est ce qu'on appelle la cuisine fumée. Qu'est-ce qui vous a donné ce goût pour le fumé ? Le fumé, oui, c'est un fil conducteur dans nos menus tout au long de l'année d'ailleurs, et c'est mes origines. C'est vraiment les étés que j'ai passés chez mes grands-parents, et c'est un hommage peut-être que je fais à mon grand-père qui nous faisait pour les fêtes un canard fumé, cuit fumé, et en fait c'est des goûts que je trouve très peut-être réconfortants. Je n'ai jamais rencontré une personne qui n'aime pas le goût de fumée ou qui ne sait pas le reconnaître. Donc c'est quelque chose qu'on s'en laisse pas en fait. Le goût de fumée revient toujours dans beaucoup d'assiettes. Et c'est quelque chose qui est assez fragile, mais en même temps familier peut-être. Enfin, tout le monde reconnaît ce goût. Est-ce que vous pouvez m'apporter un exemple concret là, parce que je commence à avoir envie de manger des carottes fumées? Non. Carottes fumées, oui, si aussi. C'est vrai que j'ai... Ah oui, mon petit doigt m'a tout dit. C'est dans votre menu actuel en plus, non? Oui, tout à fait. Moi, j'ai pensé dans un premier temps à l'huître qui est à l'origine. En fait, on a dans l'huître. J'ai pensé de suite à ça parce que le fumé est un peu détourné dans cette amuse-bouche qui est devenue un peu ma signature. Donc, on a une marmelade fumée et on fait un sorbet au thé fumé. Wow. Donc, je pensais un peu de suite à ça. En effet, les carottes fumées sont sur un autre plat, sur le poisson. Mais voilà, c'est vraiment votre spécialité. Est-ce que vous pourriez nous donner est-ce que moi, je peux le faire à la maison, la carotte fumée ou pas?
Bien sûr, évidemment, on peut fumer avec, même si on n'a pas forcément un barbecue, on peut aussi fumer avec du foin dans une marmite, ça marche très très bien. Avec des serments de vigne aussi, ça se fait régulièrement, voilà. Et je fais précuire un peu mes carottes un peu avant, ou comment ça se passe, où je les fais rôtir au four ou légèrement à la poêle ou à la cocotte? Oui, tout à fait. Il faut d'abord précuire, même si on le met au barbecue dehors pour leur donner le goût fumé. En fait, il faut les précuire. En tout cas, moi, je pense que c'est plus utile de les cuire avant, soit au four. Et la purée aussi, la mousseline de carottes que nous on fait aujourd'hui pour le plat fumé, c'est aussi bien. Ça donne une texture plus crémeuse en fonction de ce qu'on aime bien évidemment. Moi j'aime bien en fait la ressentir dans une mousseline pour adoucir un poisson, pour amener ce côté crémeux, soyeux dans un poisson. Ah, vous me donnez envie. Oksana Crétou sur Sud Radio. Merci beaucoup. Je vais être obligée d'arrêter là puisque vous savez qu'on a le temps. Et puis on a le journal qui arrive, qui est en train de taper au studio de Sud Radio. Oksana Crétou, merci de votre accueil. Merci de votre douceur dans votre voix et de ces, voilà, mes papilles sont tout excités d'aller manger la cuisine de restaurant Inima. On est à Bordeaux. On est 48 rue du Palais Gallieni à Bordeaux. Merci beaucoup. À suivre. Dans notre rendez-vous Les routes de l'été, on va faire un bilan de l'été 2025 pour les restaurateurs. Nous serons en compagnie d'Alain Fontaine, qui est le président de l'Association française des maîtres restaurateurs. Il sera avec nous en direct sur Sud Radio. Sud Radio sur les routes de l'été. Laurence Perrault. Et je suis ravie d'être avec vous et d'être au volant de ces routes de l'été, et ce jusqu'à 13h, avec cette heure qui va nous permettre de parler d'économie, de restaurants et de grands espaces, sans oublier l'évasion. Dans quelques instants, notre dossier de l'été, on va dresser un bilan de l'été 2025 pour les restaurateurs. Après un mois de juillet morose, le mois d'août a retrouvé quelques couleurs, mais la tendance est là. Les touristes fréquentent-ils autant ou pas les restaurants traditionnels? On va en parler avec Alain Fontaine, qui est président de l'Association française des maîtres restaurateurs et entre autres propriétaire du bistrot parisien Le Mesturé. Et puis ensuite, je vous proposerai un nouveau rendez-vous avant la fin de cette semaine, une chronique qu'on a appelée En route pour la rentrée, afin de bien préparer cette rentrée. Il sera question de la rentrée scolaire pour nos plus jeunes. Et puis après, cap sur la Bretagne sauvage, dans les sentiers de l'été. Je vous propose d'aller sur la côte iroise, ce bout du monde où la nature est brute, indomptée et où l'homme semble un simple invité. On en parlera bien sûr avec notre invité. Vous êtes bien sur Sud Radio. Merci de nous avoir choisi l'été aussi. Allez, on parle restaurant. Sud Radio, le dossier de l'été. Et vous êtes bien sûr les bienvenus autant sur la page Facebook de Sud Radio que au 0826 300 300 où Manu vous attend. Vous êtes vous-même restaurateur, vous avez souffert de cet été 2025, vous êtes vous-même client de restaurant, vous n'y êtes pas allé, dites-nous pourquoi, vous y êtes allé plus, là aussi, venez nous retrouver. La fin de l'été approche, Théo Ampillac, l'heure est au bilan pour les restaurants et le constat est amer, la fréquentation est en baisse. Alors pourquoi les clients ont-ils délaissé les tables de l'été ? La principale raison, c'est l'impact sur le portefeuille. Avec l'envolée du coût des vacances, transport, hébergement, activités, etc., les touristes ont réduit leurs dépenses dites plaisir et les restaurants, forcément, sont en première ligne. Selon les professionnels, l'activité a chuté de 15 à 20% par rapport à l'an dernier et jusqu'à moins 30% dans certaines régions. Les vacanciers ont donc modifié leurs habitudes de consommation. Beaucoup ont préféré se tourner vers des solutions moins chères, comme par exemple les pique-niques, les plats emportés et surtout les fast-food plus abordables, même si la qualité n'est pas la même que dans les restaurants. Mais ce recul s'inscrit dans une tendance plus inquiétante. Le secteur traverse une véritable crise. Selon la Banque de France, les faillites dans la restauration ont augmenté de 17% par rapport à la période d'avant Covid. Concrètement, chaque jour en France, 25 restaurants baissent définitivement le rideau après un dépôt de bilan. Eh bien, on va en parler avec notre invité et puis avec vous. N'hésitez pas, vous êtes vous-même restaurateur. Alors, midi 10, vous allez me dire, c'est le coup de feu. Vous avez dû fermer votre restaurant. Venez nous rejoindre, venez témoigner au 0826 300 300 où vous avez, pour vous, fait plutôt une belle saison. Venez également témoigner autant sur la page Facebook de Sud Radio. Alain Fontaine, bonjour.
Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de l'Association française des maîtres restaurateurs. Vous êtes d'ailleurs au Mesturé, le bistrot-restaurant qui est à Paris dans le 2e arrondissement. Avez-vous vous-même d'ailleurs, à titre personnel, fermé cet été ? Ah non, j'ai pas du tout fermé cet été, je suis resté ouvert. Nous, on est sur Paris, donc les touristes, bien sûr, sont attendus. Et il y a eu beaucoup de touristes sur Paris. Mais le commentaire qui a précédé est tout à fait pertinent, parce que vous avez un choix. Les touristes français ou étrangers, on fait des choix et on l'a ressenti. Alors, si je prends mon cas personnel, je suis très en avance sur l'année dernière, mais j'avais été impacté par les Jeux Olympiques. Bien sûr. Donc, je suis très en avance par rapport à l'année dernière. Par contre, sur l'ensemble du territoire, effectivement, on a des fréquentations très différentes, région par région. Et c'est pour ça que les chiffres qui ont été annoncés entre moins 15 moins 20, moi j'attendrai quand même les bilans définitifs. La preuve, nous à l'AFMR, on va faire notre sondage de rentrée qu'à partir du 1er septembre, c'est-à-dire la semaine prochaine, on va interroger nos 6000 restaurateurs pour leur demander leur saison vraiment. Oui. Parce que c'est vrai que ça dépend des régions, ça dépend je dirais même plus près que des régions, ça dépend aussi de certaines villes de plage par rapport à d'autres. Oui, voilà. Oui, ou même, et pas spécialement que de plage, parce que quelquefois au centre France où il n'y a pas de plage, il y a des restaurateurs qui ont plutôt bien travaillé aussi, a priori. Oui. Et effectivement, il y a deux choses, et c'est pour ça que j'ai trouvé le commentaire très pertinent, parce qu'il y a deux choses. Il y a effectivement le pouvoir d'achat, c'est très très clair. Le pouvoir d'achat a impacté. Alors, vous avez des perdants. Les perdants sont les restaurateurs perdants, je dis. Les restaurateurs perdants et qui peuvent se plaindre, effectivement, c'est ceux qui ont, pour garder leur profitabilité, qui ont baissé la qualité. Et ça, le client a sanctionné au fur et à mesure. Et puis ceux qui, pour garder leur profitabilité, ont augmenté les prix. Et évidemment, le client a sanctionné. Moi, je suis sur la côte atlantique en ce moment. Je vois des restaurants qui ont maîtrisé leur prix et d'autres qui ont complètement vrillé, je dirais, en quelque sorte, excusez-moi du terme, et qui ont augmenté leur prix fortement. Alain Fontaine, vous qui êtes, entre autres, on l'a vu, au bistrot-restaurant Le Mesturé, mais surtout, je voudrais avoir la casquette, la présidente de l'Association française des maîtres restaurateurs, ce que vous avez appelé tout à l'heure la FMR. On a effectivement là le cas des restaurants, mais comment vous expliquez de la part des clients, parce que en termes de la France est quand même le pays des restaurants également, et il semble effectivement qu'il y a, non pas un désamour, parce que moi je suis la première à être passionnée par votre métier. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la clientèle ? Il n'y a pas qu'une histoire d'argent. Si ? Uniquement une histoire d'argent ? Non, il n'y a pas qu'une histoire d'argent. Alors, juste pour finir mon propos d'avant, ceux qui aujourd'hui ont maintenu une clientèle, c'est ceux qui ont maîtrisé leurs charges et maîtrisé leurs recettes. Ce qui n'est pas facile, ça veut dire que nous sommes devenus clairement des funambulistes. Les restaurateurs qui vont sortir cet été, et il y en aura heureusement, c'est des funambulistes, faut pas rêver. Alors, on a vu le problème économique, mais il y a effectivement, vous avez raison, un problème sociologique. C'est-à-dire depuis des années, et on le sent, et ça a été boosté par le Covid, il y a effectivement, non pas un désamour, mais il y a une déstructuration des repas, il y a une américanisation des repas, il y a une poussée forte des fast-food et des sandwicheries, et nous, la restauration traditionnelle, on n'a pas su résister. Pourquoi ? Parce que nous sommes pour la plupart, à 80%, je vous rappelle, 80% des restaurateurs, nous sommes des indépendants. Nous n'avons pas la puissance de communication et des réseaux, des grandes chaînes et autres. Donc, si vous voulez, on est esselé dans notre coin. Moi, j'avais demandé, et je demande toujours d'ailleurs, j'ai même écrit en ce sens au président de la République et à ma ministre de tutelle, Madame Louwagie, une grande campagne de communication pour la restauration traditionnelle. Car évidemment, le pays de la gastronomie, le pays qui a quand même inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO le repas des Français quand même. Bien sûr. On est en train de perdre notre restauration traditionnelle. C'est-à-dire que pour les touristes français, mais les touristes étrangers qui se font un monde, qui se font une image extraordinaire de notre restauration, ils vont tomber dans des, je vais caricaturer, mais ce sera à peu près ça dans 10 ans, ils vont tomber dans des villages magnifiquement rénovés du 12e ou du 14e siècle, où la mairie aura fait des efforts, et en plein milieu de la place du village, vous aurez un fast-food, on va pas donner le nom, mais vous aurez un fast-food qui sera là. C'est-à-dire que 43% des touristes en ce moment qui viennent en France viennent pour la gastronomie. Bien sûr. C'est-à-dire que le pays de la gastronomie, nous serons des rois sans terre. Nous serons des rois sans terre, nous n'aurons plus rien. Et ça, c'est dans les 15 ans à venir. Alain Fontaine, restez avec nous, parce qu'on a un appel au 0826 300 300, un restaurateur qui est avec nous. Gilles nous rejoint. Bonjour Gilles. Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci de m'accueillir. Merci d'être avec nous. Vous êtes où vous, Gilles ?
Alors nous sommes à Pépieux, au cœur du Minervois, où il fait bon vivre, où nous avons du très très bon vin qui nous entoure, que de bons vignobles. Voilà, et puis on en profite parce que vous êtes à côté des Corbières, pour donner un grand coup de chapeau et un grand coucou à nos amis vignerons de l'Aude qui me tiennent beaucoup à cœur et pas qu'à moi. Gilles, comment s'appelle votre restaurant ? Le planchotte. Le planchotte en occitan, c'est le bout de bois. C'est directement lié à un trophée gagné il y a quelques années sur les terrains de rugby et desquels je m'étais un peu éloigné. Puis là, j'y reviens au club phare de la région à côté de chez nous, à Rouzac, à 3 km, 4 km. Gilles, comment vous avez vécu la saison avec votre restaurant, le Panchotte ? Bon, compliqué. Alors au planchotte, compliqué. Alors je vous cache pas que je n'ai pas l'âme du gestionnaire. C'est ma chère épouse qui fait ça très bien et au quotidien. Donc j'entendais le président interlocuteur. Je suis d'accord avec lui. Mais nous sommes des funambulistes, donc il faut regarder, il faut faire attention aux dépenses. D'ailleurs, si nos hommes politiques faisaient ça au quotidien, à regarder ce qu'ils dépensent et ce qui rentre et à se poser la question de ce qu'ils pourraient faire mieux, certainement que la France ne serait pas dans cette situation. Non, mais nous, c'est très compliqué. En termes de touristes, alors, c'est très délicat. L'heure des bilans n'est pas venue, d'après moi, parce que même si on sait où on va, c'est pas bon, globalement. Les touristes, écoutez, je n'ai pas la raison, mais on n'en a pas vu beaucoup. Comme je disais tout à l'heure à votre collègue, oui, à part les 15 premiers jours d'août, on a senti qu'il y avait du monde, mais sinon, ça fait quand même un peu sur juin, juillet, août. Alors, c'est un peu tronqué le bilan par rapport je prétends pas parler au nom de mes collègues de la profession, surtout pas parce que nous c'est un cas particulier, mais au village, il faut savoir qu'à Pépieux, au mois de juin et juillet, donc nous, juin, c'est le mois de la fête à Pépieux, donc un gros mois d'activité. Juillet également, normalement, il y a du passage, on a le canal Midi à 3 km, je le rappelle, patrimoine mondial. Bon, on avait la circulation coupée. Alors ne me demandez pas pourquoi, je suis pas compétent, j'ai pas les éléments, etc. Mais moi, ce n'est qu'un constat qui nous a mis en colère. Donc je pense, là, je parle pas à leur nom, mais il faut être quand même... mais Gilles, vous êtes en train de me dire qu'il y a eu un choix de fait dans votre commune où on vous a coupé la circulation, ce qui fait que personne n'a pu arriver au restaurant, c'est ça? Donc là, je vais vous dire, Pépieux, il fallait contourner Pépieux en juin et juillet, donc je ne dis pas de bêtises en disant ça, c'est une stricte vérité. Encore une fois, je n'ai pas la raison, il faudrait gratter, on nous donne les raisons X ou Y, Gilles, moi je ne fais que le constat. Gilles, je suis d'accord avec vous, là c'est comme vous l'avez dit vous-même, c'est un cas personnel, c'est un cas à part par rapport à Pépieux. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne, pour redonner après la parole à notre invité, je voudrais qu'on revienne sur le côté restaurant cette année. Si on met de côté ce cas personnel, est-ce que vous avez, en même temps c'est compliqué de le mettre de côté, vous allez me dire, parce que ça a impacté la visite de votre restaurant. Mais par exemple, est-ce que les charges que vous subissez, est-ce qu'il y a eu une perte, est-ce que le prix de tout, que ce soit... Mais oui, alors... Vous pouvez pas vous imaginer, on a depuis 5 ans, nous avons ouvert il y a 5 ans, nous on a fêté 5 ans le 23 juin, c'était en 2020, juste avant le Covid, on a eu des années super, on a foncé, tête baissée, etc. Mais les charges je vais pas dire des choses extraordinaires, il faut être fou dans notre pays pour être indépendant. Les charges ne font qu'augmenter, il faut faire de plus en plus d'efforts pour simplement arriver au même résultat, ça c'est la réalité. Moi, il y a plusieurs mois, je vais pas parler de moi, mais je ne sors pas de salaire depuis plusieurs mois, ça mais on est des milliers dans ce cas-là. On est là parce qu'on a de la satisfaction, on me fait plaisir. Hier on avait entrecôte, ça fait plaisir, frites maison, voilà, on a des satisfactions. Le matin on blague, on refait le monde, mais les charges sont, c'est hallucinant, tout augmente. Mais là je descends pas d'une autre planète en disant ça. Non. Alors tout à l'heure vous parliez de l'évolution des villages qui sont de plus en plus embelli, alors ça c'est une réalité, le village a changé, il est embelli, etc. Mais si on ne fait pas, on ne fait rien ou pas grand chose pour ceux qui maintiennent la vie dans ces villages. Donc moi je parle pour notre cas, les commerçants. Mais où va-t-on? Le jour où on va se réveiller,
on va se réveiller, il n'y aura peut-être que des grands ensembles, des grandes surfaces autour de nous, et les gens réaliseront que il n'y a plus le boulanger, il n'y a plus l'épicier, il n'y a plus le café. Et voilà. Mais en tout cas, c'est un beau témoignage. Gilles, merci beaucoup d'être intervenu sur l'émission et dans notre dossier de l'été sur Sud Radio. Je vais vous demander dans quelques instants, Alain Fontaine, vous qui êtes président de l'Association française des maîtres restaurateurs, de réagir à ce témoignage de Gilles dans le Minervois. Vous n'hésitez pas aussi, vous, à nous appeler 0826 300 300. On revient sur notre sujet. Quel bilan cet été 2025 pour les restaurateurs? Et c'est sur Sud Radio qui vous donne la parole. Rejoignez. Sud Radio, le dossier de l'été. Et quel bilan pour nos restaurateurs pour cet été 2025? 39% des restaurateurs auraient à date, donc il faut attendre vraiment les résultats du mois d'août, ont constaté une baisse significative du chiffre d'affaires, avec des baisses d'ailleurs parfois supérieures dans des zones très fréquentées habituellement. On est avec vous, Alain Fontaine, président Association française des maîtres restaurateurs. Vous avez entendu, comme nous tout à l'heure, Xavier qui nous expliquait que dans son restaurant, ce qui commençait à devenir très problématique, c'était aussi le prix des charges, quelles qu'elles soient, électricité, eau et compagnie, et bien sûr les matières premières. Là aussi, on est sur une réalité qui ne va pas aider nos restaurateurs français. Tout à fait. Alors, le témoignage a été d'abord, c'est un témoignage très poignant et très pragmatique en même temps, avec un réalisme qui est celui de la vérité, à savoir qu'aujourd'hui, nos charges ont terriblement augmenté et évidemment, c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas beaucoup de choix, mais quand on est passionné, et votre interlocuteur avait l'air d'être passionné, enfin, il est passionné, il a envie de faire bien. Donc évidemment, il n'a pas baissé sa qualité, il a sûrement pas augmenté les prix pour conserver sa clientèle, et donc il est écrasé par les charges, ce qui explique effectivement ce taux de défaillance dont vous avez parlé tout à l'heure dans le reportage, qui augmente. Et on est effectivement une profession, malheureusement, avec les dettes françaises et l'instabilité politique qui nous guette, on a envie de demander des baisses de charges. Et j'entends certains le faire, mais ça va être compliqué dans cette situation-là. Donc, comment faire? Comment faire pour que on nous soutienne, que l'État nous soutienne par la communication, mais rendez-vous compte que il est débordé par des charges et en plus, on lui ferme un accès routier pour arriver jusqu'à son restaurant. Mais c'est juste scandaleux. Je veux dire, comment ça se fait que le préfet, la municipalité ne se soit pas rendu compte de cela? C'est-à-dire que non seulement on est en train de disparaître, mais en plus, au moment où ça devrait marcher, parce que c'est sa saison à lui, eh bien ça va pas marcher parce que il y a il y a bien sûr les incendies, mais ça malheureusement on peut rien y faire. Mais les infrastructures routières sont pas en place pour accueillir les touristes. Mais on croit rêver. Donc, il faut absolument réagir pour nous aider. Si on ne peut pas nous aider financièrement, ce qui est dur, mais qu'on voit bien, on voit bien la situation financière de la France, qu'on nous aide par la communication, par le fait que nos restaurants soient accessibles. Voilà, c'est ce que vous demandez. On en reparlera d'ailleurs de ce que fait aussi l'Association française des maîtres restaurateurs. Ce que vous proposez, je voudrais quand même aussi voir avec vous, Alain Fontaine, parce que il y a aussi effectivement un changement un peu non pas d'époque, mais presque. Bien sûr que les Français, a priori, selon une étude de la société Gira, le cabinet spécialiste, les Français ne mangent pas moins en dehors de chez eux. Entre 2019 et 2024, le nombre de repas hors domicile a augmenté de 5,1%. Alors, tout à fait. On a une hausse qui est importante, mais on a aussi un nombre de restaurants qui est beaucoup plus important. On est passé de 361 000 établissements à 407 000 en 5 ans. Et on a entendu, c'était la semaine dernière, presque une demande, non pas de numerus clausus au niveau des restaurants, mais certains qui effectivement demandent à ce qu'il y ait moins de restaurants, je vais exagérer exprès, au kilomètre carré. Vous en pensez quoi, vous, auprès de l'Association française des maîtres restaurateurs? Est-ce que ça changerait la donne? Ça ne changerait pas la donne parce que, si vous voulez, d'abord, on est en économie de marché. Ce ne sont pas des pharmacies, ce ne sont pas des médecins. Exactement. Quand on parle de numerus clausus, c'est l'État qui décide parce que c'est l'État qui paye à la sortie. Les médicaments sont remboursés. C'est pas le cas, là. Et les visites. Ouais, c'est pas le cas là. Donc on est dans une liberté, dans un marché libre. Par contre, qu'on donne les moyens législatifs aux municipalités, mais des moyens très forts, de pouvoir faire deux choses: d'interdire
de refuser telle ou telle implantation de chaîne, et je parle d'une chaîne très connue américaine qui veut s'attaquer aux villes de moins de 3500 habitants, on ne va pas la citer pour ne pas lui faire de publicité, ça, il faut interdire l'implantation de ces chaînes, et deuxièmement, favoriser toutes les municipalités avec des moyens législatifs forts, à rouvrir des bistrots, des cafés et des restaurants. Oh oui, vous vous rendez-vous compte? Oui. Oui, non, je dis oui. Je dis oui. Oui, je vais vous donner un chiffre qui est incroyable. Il y a 34 967 communes en France. Eh bien, vous en avez 21 000. Vous vous rendez compte, 21 000 qui n'ont plus de commerce du tout. Donc, a fortiori, plus de bistrots, plus de restaurants. 21 000, plus de 50%. Les municipalités n'ont pas les moyens législatifs et financiers pour interdire et autoriser des ouvertures qui soient celles de la restauration traditionnelle. Car un bistrot, un café dans un village, c'est l'âme du village. C'est ce qui fait vivre. Mais que faut-il faire, Alain Fontaine, puisqu'on n'a plus les moyens, et puis on voit bien, puis vu tout ce qui se passe encore politiquement cette semaine, la France est face à un mur. Alors, c'est très simple. Il faut donner les moyens législatifs, comme j'ai dit, aux municipalités, qu'elles préemptent, par exemple, le droit de préemption sur des locaux vides, des fois depuis quelques mois, mais des fois depuis 10 ou 15 ans, qu'elles préemptent très rapidement ces locaux, qu'elles trouvent le sourcing pour mettre des patrons de bistrots, et puis qu'on organise bien sûr des franchises de loyer, mais fortes, de 2 à 3 ans, puisque ça appartient à la municipalité, mais qu'on organise des franchises de prêt, c'est-à-dire que le tissu privé et non pas étatique, puisqu'on peut pas, vous venez de le dire, on peut pas leur demander de l'argent. Donc le tissu privé, toute la filière, que ce soit les distributeurs, que ce soit les banques, que ce soit les institutions, chambres de commerce, chambres artisanales, fassent une bulle autour de ce bistrot pour pendant les 3 premières années, ces 3 premières années les plus difficiles, qu'ils puissent ouvrir, vivre et survivre surtout. Mais il faut pas rêver. En ce moment, il y a une demande de la part des jeunes qui veulent donner un sens à leur vie, un sens à leur travail, mais qui ne peuvent pas ouvrir des affaires parce que c'est bloqué, parce que les banques nous considèrent comme des, vous l'avez dit, hein, on a un maximum de défaillance, comme des animaux à 5 pattes, si vous voulez. Donc ils ont peur de nous. Donc il faut absolument redonner confiance à tous les gens qui peuvent nous aider. Et ça, il faut faire des bulles économiques pour chaque bistrot qui ouvrirait dans un village. Nous, on est en train d'essayer l'association des bistrots cafés en France, qui est l'autre association, vous savez, celle qui a inscrit au patrimoine immatériel français les bistrots et les cafés, leur art de vivre, et on part à l'UNESCO là pour cela. Eh bien, on essaye de faire passer une loi qui serait un village, un commerce. Parce que les bistrots, les cafés de demain, ça va être des multiservices. PMU, FDJ, buralistes, pain, bien sûr, dépôt de pain, libraire, mais aussi produits de première nécessité. Demain, ce ne sera pas pareil qu'hier, c'est très clair. Les bistrots et les cafés de demain dans les villages et en France, ce seront des multiservices. Parce qu'un village ne peut avoir qu'un commerce, il ne peut pas en avoir plusieurs. Mais ça se fait déjà un petit peu. Alors, je voudrais juste vous rappeler, alors, vous n'étiez pas avec nous, mais c'est pas grave. Je vous proposerai de l'écouter en replay, comme on dit sur la page, sur le site de Sud Radio. C'était le 8 août dernier, où je recevais dans Sud Radio vous écoute, à 11h du matin, un maire, il s'appelle, comment il s'appelle, mon maire? Benoît Hénard, voilà. C'était le maire de Quillebeuf, on est dans l'Eure, qui avec ses propres deniers, il prend des prêts, il réinvestit des structures, ou du moins il achète des bâtiments, et là il a réouvert un café, il a réouvert du commerce au centre-ville. Ça a tellement de sens, d'autant plus aujourd'hui à notre époque où avec tous ces réseaux sociaux et tout ça, on n'est plus en train de se parler les uns les autres, il faut recréer des lieux de vie, et je suis tellement d'accord avec vous. Nous, notre projet, ça s'appelle, enfin notre fiche d'inventaire, on parle de fiche d'inventaire, ça s'appelle les pratiques sociales et culturelles dans les bistrots et cafés en France. Parce que c'est ça, on parle de culture, on parle de sociabilité. Nous avons aujourd'hui provoqué des déserts médicaux, mais ça on le sait tous, mais on a provoqué des déserts de sociabilité. Ce qui explique que notre vivre ensemble est en train de s'effondrer, de s'effriter. Notre vivre ensemble faisait partie de l'ADN de notre pays, et il s'effrite parce qu'il n'y a plus ces centres de vie. Et les agriculteurs, quand vous vous trouvez au milieu de centaines d'hectares et que vous ne pouvez plus échanger que par des réseaux sociaux, donc c'est pas toujours très agréable, avec des confrères ou autres. Et voilà, le café servait à ça. On rencontrait le médecin, on rencontrait le professeur des écoles. Voilà, c'était un lieu de vie. Ah oui, puis il y avait des brèves de comptoir, c'était trop bien. Oui, pardon, 25%. 25% des gens qui vivent dans des villages, et c'est un sondage qui avait été demandé par 1000 bistrots, 25% des gens qui vivent dans un village où il n'y a plus de commerce sortent moins d'une fois par semaine. Sortent moins d'une fois par semaine. C'est-à-dire que nous sommes aussi, quelque part,
ces lieux de sociabilité des médicaments contre la dépression, contre la solitude, contre les angoisses. Et donc c'est pour ça qu'il faut recréer ça. Parce que je peux vous dire que le jour où on va recréer ces lieux de vie, eh bien on va recréer aussi de la confiance dans les gens, dans la confiance de se retrouver, de se rencontrer, de parler, de discuter. Mais je suis complètement d'accord avec vous, Alain Fontaine. Et puis surtout, voilà, comme vous dites, le bistrot, manger un plat sympa. On n'est pas obligé de faire de la toujours grande cuisine dite gastronomique, mais le côté bistronomie ou le côté bistrot et s'arrêter puis faire des rencontres, c'est quand même juste incroyable. Là, comment vous voyez la rentrée? Vous allez vous battre pour ça, j'ai bien compris, avec l'Association française des maîtres restaurateurs. Évidemment, Sud Radio restera toujours un micro ouvert pour vous, vous le savez. Surtout qu'on est des amoureux de la gastronomie aussi dans cette maison, et je ne suis pas la seule. Pour la rentrée, comment vous voyez les choses là pour conclure concrètement au-delà de ce projet? Il va falloir rester positif, il va falloir se battre sur plusieurs sujets, qui est bien sûr le fait maison, un fait maison simple, mais qui fait que les consommateurs et les restaurateurs s'y retrouvent. Nous, les maîtres restaurateurs, on n'a pas de souci puisque c'est 95% de fait maison. Donc, mais faire un fait maison abordable avec 2 entrées, 2 plats, 2 desserts par exemple, que ça soit déclaratif à la préfecture, qu'on fasse un fait maison un peu solide, mais qui ne soit pas sanctionné ou autre, et surtout que les consommateurs et les restaurateurs s'y retrouvent. Mais au-delà de ça, il faut arrêter de regarder la place de la gastronomie française dans le monde, dont on n'en a rien à faire en France, et surtout flécher tout ce qui est communication, tout ce qui est combat, vers retrouver, que les Français retrouvent leur restauration traditionnelle, leur restaurant traditionnel. La blanquette, le bourguignon, la tête de veau, ça fait partie de notre ADN, et c'est autour de cette table qu'on vit et qu'on partage. On est une exception mondiale. C'est-à-dire que la France a cette capacité autour d'une table de régler tous les problèmes, qu'ils soient politiques et autres. Et on a toujours été regardé bizarrement ou par les Américains quand ils disent amazing. Moi, j'adore les Américains quand ils rentrent dans mon bistrot qui disent amazing. Parce que pour eux, la table, c'est juste du vital. Nous, la table, ça fait partie de notre ADN. Exactement. Donc il faut réfléchir les Français vers cela. Ça part des écoles, ça commence dans les écoles, ça commence partout. Il n'y a pas de raison que la restauration américaine et la déstructuration de notre repas se mettent en place. Exactement. Et effectivement, il va falloir retourner le truc. Il va falloir retourner cela. C'est pas un combat facile. Nous, on sera les maîtres restaurateurs, on sera sur ce combat-là très clairement. Merci beaucoup Alain Fontaine. Moi qui n'ai pas l'habitude de boire cela, parce que je préfère ce que nos amis vignerons nous proposent avec modération, mais là je bois du petit lait en vous écoutant, et vous pouvez compter bien sûr sur mon soutien auprès de tous mes amis restaurateurs de France et d'ailleurs. Merci beaucoup Alain Fontaine, président Association française des maîtres restaurateurs, avec ce cri d'alarme et ce coup de gueule pour la gastronomie et la bistronomie française. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bientôt. Au revoir. Allez, à suivre dans notre rendez-vous des routes de l'été, notre nouvelle chronique qui s'appelle En route vers la rentrée, et ce sera Johan Trichot, notre jeune journaliste, qui viendra vous proposer les nouveautés pour les scolaires. Et puis juste après, on va faire un petit bout de balade du côté du bout du monde breton. Et avec les escapades de Rémi, ce sera donc juste avant la fin de cette heure. Et juste avant les escapades, je vous rappelle que nous allons faire un point avec ce nouveau rendez-vous de la semaine, En route vers la rentrée, avec Johan Trichot, notre jeune journaliste. Mais pour l'heure, je vous propose de nous arrêter aux confins de la Bretagne. Sud Radio, les sentiers de l'été. Aujourd'hui, dans nos sentiers d'été, je vous propose de me suivre sur l'extrême ouest de la Bretagne, là où l'océan Atlantique façonne des paysages indomptés, où la nature reprend ses droits. C'est l'Iroise sauvage. Et pour nous en parler, j'accueille Franck Gicchio qui est avec nous. Bonjour Franck. Oui, bonjour. Vous êtes guide de l'Iroise sauvage, vous êtes un guide nature, vous êtes également réalisateur de documentaires, vous proposez des balades originales en Iroise. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vivent ceux qui vous suivent hors des sentiers battus ? En fait, plein de choses. En fait, à chaque fois, c'est des balades qui ont une expérience extraordinaire, parce qu'on est dans un lieu extraordinaire, avec un paysage qui a coupé le souffle. Et moi, je ne fais que rebondir sur ce paysage-là en proposant quelques anecdotes, quelques vies sur les animaux qui s'y trouvent, que ce soit l'ornithologie, que ce soit la faune marine ou les plantes et les insectes. Et je propose aussi des balades guidées autour des phares qui sont labellisées maintenant par la région Bretagne comme une des 10 expériences bretonnes à faire. Ah, c'est excellent. Est-ce qu'on peut se situer vraiment, parce que là moi j'ai dit qu'on était sur la pointe du Finistère. On est où ? On est sur la pointe de Corsen, c'est ça ? C'est ça, c'est la pointe de Corsen, c'est la pointe la plus à l'ouest de France, continentale. Donc je suis aussi le guide le plus à l'ouest.
Ah, j'aime bien jouer. Parlez-moi un petit peu de tout ce qui est ces richesses naturelles que je vais découvrir en vous suivant sur ces sentiers. Sur ces sentiers, on a l'impression que le GR34 est toujours à peu près identique. En fait, moi, sur une centaine de mètres, j'ai à peu près 150 espèces de plantes. Hein, c'est absolument incroyable. Et des plantes qui se mangent, qui se consomment, qui soignent, qui sont des plantes d'ornement ou des plantes anciennement agricoles. Ça, c'est pour toute la partie végétative, on va dire. Et pour la mer d'Iroise, on va parler de tout ce qui va être poissons, mammifères marins, grands prédateurs. Puisqu'actuellement, on a des bancs de thon qui arrivent et avec les bancs de thon, on a les orques qui arrivent et on a aussi le grand rorqual qui vient poser ses nageoires en Iroise dans le chenal du Four. Et on a les grands dauphins, donc c'est des dauphins de 4,50 m, 450 kg pour les plus gros, qui vivent ici en Iroise toute l'année. Et ils sont rejoints en été par des dauphins delphis, qui sont des dauphins un peu plus petits, mais beaucoup plus nombreux, des groupes de 50 à 100 dauphins qui viennent autour d'un bateau. Donc c'est assez joli à voir aussi. Vous avez, je l'ai dit en préambule, réalisé un documentaire qui s'appelle justement Iroise sauvage, dont vous parlez de ça. Qu'est-ce qui vous touche? Quelle est votre approche personnelle? Parce que vous tendez, ça vous tient à cœur de nous faire découvrir ce coin de France et cette beauté de la nature brute. En fait, je considère qu'on ne peut protéger que ce qu'on aime. Et on n'aime que ce que l'on connaît. Donc j'ai pris le parti en fait de former les gens à la nature, former les gens à l'histoire naturelle, pour qu'ils prennent conscience de l'importance de la nature dans nos vies. Et je travaille beaucoup avec les adultes, en fait, plus qu'avec les enfants, même si les enfants, c'est un autre problème à gérer. Mais c'est vrai que c'est tout de suite qu'il faut agir et c'est tout de suite que les adultes doivent prendre conscience que la nature qui nous entoure nous permet simplement de vivre. Ces balades que vous nous proposez, ce sont des balades qui durent à peu près 2 heures, des sorties C'est ça, c'est 2 heures, alors soit en ornithologie, soit sur la biodiversité d'un endroit comme la Pointe de Corsen qui est soumise au vent, aux tempêtes, à la dureté des conditions météo, mais qui a aussi tout un panel de plantes et d'insectes et de faune terrestre ou marine qui sont exceptionnelles. C'est aussi des balades sur l'estran qui se découvrent et qui va nous montrer 700 espèces animales, 600 espèces d'algues. Donc c'est une biodiversité énorme puisque moi je suis guide partenaire du parc marin et que le parc marin protège toute cette zone-là. C'est aussi une réserve de biosphère, UNESCO. Et puis on a tout, on est Natura 2000, zone SNEF, enfin voilà, c'est vraiment un truc extraordinaire. Quel est le tarif? C'est pas cher, c'est 10 euros pour 2 heures. Ah oui, c'est vraiment pas cher et c'est 6 euros pour les enfants, je crois, quand ils sont accompagnés. Le but du jeu, en fait, des balades, c'est de financer les documentaires qui suivent derrière. Ouais. Donc là, j'ai fait un documentaire de 52 minutes sur la biodiversité en Iroise. Et là, j'en ai un autre de 26 minutes sur les dauphins en Iroise qui sera projeté en avant-première à Océanopolis le 19 novembre. Waouh, Franck Gicchio, qui est le guide de l'Iroise sauvage et qui nous propose ce bout du monde breton à l'état brut avec des randonnées, des balades. Alors, c'est pas des randonnées type randonnée, c'est plus des sorties. Voilà, c'est plus de la sortie. D'ailleurs, puisqu'on est en Bretagne et qu'on est quand même sur cette côte qui est assez incroyable, il vaut mieux quand même avoir des bonnes baskets. On parle juste du côté un peu pratico-pratique parce qu'il y a un peu de rocher, si ma mémoire est bonne, du côté de la Pointe de Corsen. Alors on reste sur le GR34, donc c'est quand même assez piétonnant. D'accord. Par contre, faut bien se couvrir parce que quand je fais les phares, on finit en été, on peut finir jusqu'à 23h30. Et là, s'il y a un petit vent frais, un bonnet, même en été, des fois, c'est nécessaire. Là, concrètement, vous allez faire vos balades jusqu'à quand, puisqu'on arrive tout doucement sur la fin dite de l'été scolaire classique? Est-ce que vous allez jusqu'à fin septembre pour tous ceux qui vont prendre leurs vacances hors saison? Bien sûr. Jusqu'à fin septembre, il y a des balades, 3 balades par semaine. Et puis ensuite, il y aura des balades sur toutes les vacances scolaires toute l'année. Est-ce que vous avez un souvenir fort, Franck Gicchio, d'un moment que vous avez vécu, d'une rencontre surprenante à partager et pas spécialement humaine? Oui, tout à fait. C'est ce qui a déclenché cette appétence pour le guidage et pour la vidéo et la photo de nature, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer un dauphin avec lequel je suis resté pendant une bonne heure en fait en face à face et c'est un petit peu comme Bernadette Soubirous où a vu la lumière. Moi j'ai vu un dauphin, on a parlé, on a discuté et on le voit dans le film. Et ce dauphin s'appelle, vous lui avez donné un nom ou pas?
Non, il s'appelle pas parce que je l'ai jamais revu, donc voilà. Mais il y avait tellement une envie de conversation que moi ça m'a troublé. Et vous, je vais y arriver. Vous faites des projections de vos documentaires aussi. Quels sont les retours ? Les gens sont époustouflés de voir parce qu'il y a une grande proximité dans les documentaires, une grande immersion. C'est ça le but du jeu. Et moi, j'essaye de créer l'émotion en fait nécessaire à avoir envie de protéger tout ça. On est avec vous. Merci beaucoup de cette belle promenade pour nos sentiers de l'été hors des sentiers battus. Franck Gicchio, guide de l'Irois Sauvage. Comment on peut vous contacter quand on va aller là-bas du côté du Finistère, la fin de la terre? Iroise-sauvage.com. C'est aussi simple que ça. Merci beaucoup, Franck Gicchio. On vous embrasse et bonne fin de saison, puisque septembre, vous allez encore nous accueillir. N'hésitez pas à aller faire ces belles balades et ces belles découvertes grâce à notre invité ce midi. Sud Radio sur les routes de l'été. Laurence Perrault. Et notre nouvelle chronique pour cette semaine, en route vers la rentrée, et notre équipe de jeunes journalistes qui nous ont accompagnés tout cet été, qui s'y collent. Demain, le ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, tiendra la traditionnelle conférence de presse de rentrée. Mais dès aujourd'hui, nous pouvons déjà vous annoncer quelques nouveautés pour cette année scolaire 2025-2026. À vous, Johan Truchot. Renforcer les bases, c'est l'objectif principal que s'est fixé le ministère de l'Éducation nationale pour cette année. Parmi les nouveautés, Elisabeth Borne et son ministère ont établi un nouveau programme en français et en mathématiques. Ce projet vise les élèves de la petite section de maternelle jusqu'au 6e. La raison, 15% des élèves de 6e n'atteignent pas le niveau de CE2 attendu en lecture. Sur ce même niveau scolaire, les écarts de performance entre filles et garçons en mathématiques ont cru. 7 points sur les 5 dernières années, déplore le ministère de l'Éducation. Et pour le brevet, attention, rien ne sera acquis avant la fin. Pour les 3e de cette année, il ne faudra plus autant se reposer sur ses acquis. Le résultat au brevet ne comprendra plus 50% de contrôle continu, mais 40%. Ne relâchez pas donc vos efforts avant d'avoir passé la dernière épreuve, surtout si vous êtes en recherche d'une mention. Quoi qu'il arrive, ne pas obtenir son brevet n'empêchera pas d'accéder au lycée. Sur ce point, rien ne change. Et finalement, tout le monde a le droit à son petit changement. Chers lycéens, ne vous pensez pas sauvés. Cette année, tous les élèves de première générale et technologique vont devoir passer une épreuve anticipée de mathématiques. Et cela, peu importe vos spécialités. Pas de calculatrice autorisée, mais vous n'en avez pas fini avec les équations. L'épreuve de 2 heures compte pour 2% de votre note finale. Et dernière nouveauté pour cette rentrée, Johan ? Connaissez-vous le programme EVARS, Laurence ? Ce projet concerne tous les élèves de la maternelle au lycée. Il est bien sûr adapté suivant le niveau de scolarité. Concrètement, chaque élève va recevoir à minima 3 séances annuelles d'éducation à la vie active, relationnelle et à la sexualité pour les élèves du second degré. Les objectifs sont clairs. Transmettre des valeurs fondamentales telles que le respect de soi et des autres, la promotion de l'égalité filles-garçons et la lutte contre la violence et le harcèlement. Et retenez bien ce nom de ce nouveau programme, EVARS, E-V-A-R-S. Merci beaucoup, Johan Truchot, jeune journaliste sur Sud Radio.